Le jour du départ venu, nous roulâmes de grand matin en diligence, Rigaudière, Laborie et moi, jusqu'à la plus proche station de chemin de fer. Je ne connaissais Laborie que de vue. Le fait qu'il était élève de première classe avait suffi pour empêcher qu'il me fût familier. À quelques mois près, nous étions pourtant du même âge. J'étais trop ignorant de la géographie, même régionale, pour me rendre compte de l'itinéraire que nous suivions. Le train nous emportait vers les Ternes, dont j'ignorais tout. Sauf qu'ils étaient en Auvergne, près de Saint-Flour. C'était mon premier voyage loin de mon domicile. Je ne me souvenais jamais monter dans un train. Tu peux imaginer si j'étais content d'être ainsi transporté longtemps sans fatigue. Les champs, les bois, les prés venaient vers nous et faisaient place à d'autres qui disparaissaient à leur tour, et nous n'avions qu'à regarder. En vérité, je ne voyais pas grand-chose des pays traversés. Un enfant se lasse vite de regarder s'il ne peut approcher et entrer en relation étroite avec ce qu'il voit. C'est pourquoi ce voyage ne m'a laissé finalement que l'impression d'interminable. Nous arrivâmes de nuit, au Ternes, siège de l'une des maisons mères des frères de Saint-Viateur, nom de la congrégation religieuse dont les membres, à Beaulieu, m'avaient cueilli pour ce noviciat, où j'entrais en cette journée de septembre 1886. Les Ternes sont une commune de l'arrondissement de Saint-Flour, notre station d'arrivée. C'est un village bâti à 10 km de là, sur la route de Champ-de-Seigue, à l'endroit où elle longe à mi-pente le versant exposé au midi d'une vallée qui délimite, au sud, l'aride et froid plateau de la Planaise, au pied du plomb du Cantal. Son nom lui vient du confluent d'un deuxième vallon, qui, avec les deux segments du premier, constitue bien en cet endroit un vallonnement ternaire. La plupart de ces maisons bordent cette route départementale, il n'y a pas d'autre agglomération dans la commune. Dès l'entrée est du village, bifurque de la route, un chemin vicinal qui grimpe le long du coteau jusqu'au plateau qu'il dessert en direction de la montagne. Un autre chemin, aux dernières maisons sur la route, à l'ouest du village, prend la même direction. Ils se rejoignent bien avant d'avoir atteint le plateau de Planaise. C'est dans le triangle délimité par ce trio de voies qu'est blotti un quadrilatère de pierre, la maison mère de la congrégation religieuse qui vient de me recruter. On y accède par une large porte cochère. Du seuil d'abord assez plan, mais bientôt suivi d'une déclivité, domine l'établissement sur une large esplanade. Main gauche, faisant suite à un préau appuyé sur le mur de clôture, est érigée la construction principale, la maison mère. Elle longe le chemin qui rejoint la route à l'entrée du village. Attends. Sa façade au midi regarde une cour, puis un vaste jardin s'étend jusqu'à la limite opposée de l'enclos. Elle surplombe la route départementale. La vaste construction abrite les classes, réfectoires et dortoirs du pensionnat Saint-Joseph, où sont élèves 5 ou 6 douzaines d'enfants de la région dont les parents peuvent payer la pension. Elle comprend en outre la direction et l'économat de la maison mère, ainsi que les locaux communs au pensionnat et à la communauté, tels que la chapelle, la cuisine, les chambres du personnel de maîtrise, etc. Un deuxième bâtiment à main droite de l'entrée longe le chemin qui rejoint la sortie ouest du village. Son pignon enterré jusqu'au premier étage comporte une large baie qui dessert un spacieux grenier dans lequel on rentre de plein pied les charrettes de foin ou de gerbe. Des trappes sur son plancher, le long du mur extérieur communiquent avec les râteliers des étables au-dessous. L'autre extrémité de ce bâtiment est affectée à la boulangerie et aux réserves alimentaires et vestimentaires. Une cour s'étend devant ces communs jusqu'au jardin. Viens maintenant avec moi visiter le château. Les degrés d'un perron, à l'angle du pan est de la tour nord-ouest, nous conduisent à la porte d'entrée. Le rez-de-chaussée, dans sa partie gauche, est une pièce étrangère noviciat. Cette pièce constitue l'unique classe de l'école communale des garçons. Le hasard veut que c'est précisément l'un de mes concitoyens de Beaulieu, m'ayant précédé ici il y a quelques années, qui est chargé de cette classe.
Toute l'autre partie du rez-de-chaussée est une salle basse où l'on accède en descendant quelques marches d'escalier. Elle semble avoir été une ancienne cuisine. C'est actuellement une remise pour objets hétéroclites. Montons au premier étage où nous conduit le vaste escalier aux dalles usées qui contourne l'axe de la tour. Laissons le couloir du premier étage. Il dessert les chambres du directeur et des professeurs du noviciat. Voici le deuxième. Poussons la porte qui donne sur une pièce à peu près vide. Elle est comme l'antichambre d'une autre, dont la porte est toute proche. Cette salle, plus gracieuse, bien éclairée par 2 grandes fenêtres, est la salle d'études des novices. 3 tables avec pupitres sont disposées en fer à cheval devant une petite estrade supportant le siège et la table du professeur. Notre dortoir occupe le 3e, à l'exception de 2 petites chambres qui ont été cloisonnées à l'une de ses extrémités. Le plafond y est très bas, comparativement à celui des étages inférieurs. Au-dessus, enfin, est une sorte de grenier ouvert sur les créneaux fréquentés par la bande de pigeons, dont le colombier est au sommet de la tour qui fait pendant à celle où nous sommes montés. J'ai eu le rare privilège de voir, 1 ou 2 fois, ce grenier soigneusement fermé à clé. C'est un capharnaüm où d'inimaginables vieilleries sont abandonnées à la poussière et aux moisissures. J'ajoute enfin qu'à chaque étage, à l'opposé de l'entrée, une porte donnant accès à la tour du pigeonnier débouche sur une pièce ronde aménagée en chambre. Celle du rez-de-chaussée est occupée par l'instituteur communal, mon concitoyen de l'année précédente, ai-je dit. Celle du premier par le directeur du noviciat. Celles des 2e et 3e sont habitées chacune par un vieux frère en retraite, se préparant à monter au ciel dans ses paisibles cellules. Une autre cour, devant la maison mère, devient une allée de milieu où se dresse sur un piédestal une statue en pied du Sacré-Cœur, Jésus-Christ montrant son cœur, presque grandeur nature, richement enluminé de couleurs vives et de dorures. À cet endroit, l'allée forme un rond-point avec une autre perpendiculaire. Les 2 allées conduisent des 2 bâtiments dont je t'ai parlé à un 3e vers l'est de l'enclos. Ce dernier bâtiment est plus spécifiquement le noviciat. C'est un vieux château féodal, couronné d'une ceinture de créneaux, muni de 2 tours, l'une à l'angle nord-est, l'autre à celui du sud-ouest. Sur le mur qui le sépare de l'extérieur s'appuie un préau, avec au centre une porte de sortie sur la place publique de la vieille église paroissiale, derrière laquelle se trouve le cimetière.